Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être si nombreux aujourd'hui sur les rives de Madine pour cette journée organisée par l'Agence de l'eau Rameuse. Le petit film que nous venons de voir l'a dit, les prairies n'ont que des vertus pour l'environnement. Elles protègent l'eau, elles préviennent les inondations, elles permettent de lutter contre les pollutions, elles contribuent à préserver la biodiversité et nous aident à faire face au changement climatique. Mais aux agriculteurs, qu'est-ce que les prairies peuvent apporter? Un éleveur peut-il espérer atteindre la rentabilité quand il mise sur l'herbe? Dans quelle mesure ou sous quelles conditions? Alors que les surfaces prairiales diminuent dangereusement sur le bassin versant de la Meuse, on verra tout à l'heure avec M. Plantureux dans quelle proportion, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le Conseil départemental de la Meuse ont voulu réfléchir ensemble aux moyens de soutenir l'élevage et les prairies, aux moyens de défendre à la fois les prairies vivantes et les activités économiques d'élevage, en montrant à quel point elles sont interdépendantes dans ce bassin en particulier. Alors scientifiques, élus, formateurs techniques, associations de défense de la biodiversité, acteurs des filières lait et viande du territoire, nous allons interroger durant toute cette journée de nombreux spécialistes, mais aussi des acteurs de terrain pour dresser un état de la question le plus précis et le plus objectif possible. Nous espérons ainsi jeter les bases d'une stratégie d'action commune de soutien aux activités d'élevage à l'herbe pour garder un fleuve Meuse et des paysages vivants, résilients face aux effets du changement climatique et pour préserver aussi des territoires attractifs qui fédèrent éleveurs et citoyens. Un grand entretien, 2 tables rondes et plusieurs témoignages nourriront notre réflexion. Celle-ci s'appuiera notamment sur l'expérience qui a été menée dans les Hauts-de-France sous l'égide de l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Plusieurs partenaires de ce programme nous ont fait l'honneur de venir jusqu'à nous pour participer à cette journée et nous offrir un retour d'expérience. Nous les en remercions vivement. Alors, un certain nombre de personnes nous suivent en visioconférence, qu'elles soient virtuellement les bienvenues. Elles pourront, elles aussi, tout comme vous d'ailleurs dans la salle, poser des questions. Je me présente très brièvement. Je suis Nicolas Bestuc, journaliste au Point à Paris, mais je ne suis pas en terre inconnue puisque j'ai démarré ma carrière au Républicain Lorrain et à l'Est républicain, et je suis lorrain et fier de l'être et heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors pour lancer la journée, j'appelle l'organisateur de cette rencontre, M. Marc Hölzel, donc directeur général de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Bonjour monsieur et soyez le bienvenu, je vous en prie. Une question simple, monsieur le directeur, pour démarrer. Oui, je vous en prie. Oui. Finalement, qu'est-ce que vous attendez de cette journée et quels espoirs vous nourrissez à son issue? Beaucoup. Enfin, déjà, je voulais remercier le président du département de nous accueillir aujourd'hui. Il y a quelques mois, on avait imaginé cette journée. On souhaitait une belle mobilisation collective. Donc, je pense que déjà, le premier objectif est déjà atteint. Donc, j'en profite pour vous saluer tous dans vos grades et qualités. Donc, il y a beaucoup d'élus, d'agriculteurs, des acteurs économiques, nombreuses personnes des services, effectivement, des témoins, effectivement, de la région Hauts-de-France. Donc un grand merci aussi pour avoir fait le déplacement. Donc ce qu'on attend effectivement de cette journée, donc déjà le premier point, on voit bien que par rapport à la diversité de l'Assemblée, c'est démontrer que le sujet de l'élevage et la préservation de surfaces en herbe, c'est plus qu'un sujet agricole. Donc je ne vais pas revenir sur tous les éléments qui ont été, en termes d'aménité, qui ont été effectivement retracés dans le petit film. On en a tous conscience, je pense que beaucoup d'entre nous aujourd'hui rassemblés, on est effectivement assez convaincus de la cause de la préservation de l'élevage et de l'herbe, mais on voit bien effectivement que c'est plus qu'un sujet agricole. Bon, c'est un sujet de biodiversité, ça va être indiqué, hein. C'est souvent les plus grands réservoirs de biodiversité. On voit aussi effectivement que derrière, comme un territoire sur la Meuse, on a effectivement ces attributs qu'on retrouve sur la vallée de la Meuse, mais du coup c'est aussi un potentiel pour le département, pour le territoire. Et pour repartir d'une motion qu'on a prise avec le comité de bassin en 2016, alors 2016 déjà, on souhaitait passer à l'action. On a fait des choses, hein, donc on vient aussi devant vous avec de nouvelles clés d'action. L'idée c'est bien effectivement de passer à l'action à l'issue de cette journée. Donc aujourd'hui qu'ensemble on puisse à la fois effectivement partager les enjeux et ensuite trouver des points d'équilibre pour derrière développer un plan d'action. Alors le terme qui avait été effectivement imaginé, un projet collectif pour la Meuse vivante, on verra si c'est un peu le slogan qu'on retiendra au final, mais l'idée c'est bien ça, hein, c'est de pouvoir embrasser une démarche sur ce territoire
sur lesquels on pourra développer des actions concrètes. Par rapport aux actions concrètes, on voit bien ce qui souvent flanche dans cette politique, c'est le volet économique. C'est ce qui nous a fait reculer depuis pas mal d'années sur la préservation de ces surfaces. Et nous, notre conviction, c'est que c'est trouver de nouvelles clés économiques pour redonner un regain à l'élevage, à l'herbe, parce qu'on pense que c'est un atout à long terme pour les territoires. On ne va pas déflorer davantage effectivement les sujets de la journée, mais je pense qu'au bout du compte, on verra effectivement poindre ce type de solution. Et je sais que le professeur Plantureau va d'ailleurs démarrer son intervention sur cet angle-là. Je pense que c'est vraiment pour nous un élément un peu fondamental. Je pense que c'est assez paradoxal pour une agence de l'eau de parler de ça, mais je pense que c'est vraiment par le nerf de la guerre, par de nouvelles actions, de nouvelles filières économiques, qu'on pourra effectivement inverser la tendance. Voilà un peu les objectifs qu'on essaye de poursuivre dans cette journée. Et encore un grand merci au département de la Meuse pour son accueil et le fait qu'on ait pu faire ensemble cette journée qui, à mon sens, va être une réussite. Merci. Merci. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir M. Jérôme Dumont, donc le président du conseil départemental de ce beau département. Merci d'être là, Monsieur le Président. Je vous pose la même question qu'au directeur de l'agence. Finalement, qu'attendez-vous de cette rencontre ? Bien, tout d'abord, merci à toutes et à tous. C'est vraiment pour moi un grand honneur d'être parmi vous, ici sur ce site emblématique du département de la Meuse et j'allais dire de la région Lorraine et de la région Grand Est maintenant. Je salue le directeur qui vient d'arriver il y a quelques temps. Mes collègues du conseil départemental, évidemment, Jean-Philippe Vautrin, vice-président en charge de l'environnement de l'agriculture, son prédécesseur et élu local qui connaît très bien Madine, Sylvain de Noyelles. Et puis, vraiment un grand merci pour l'agence de l'eau, monsieur le directeur, car effectivement, on s'était vu il y a quelques mois dans mon bureau et on était sortis de notre entretien en se disant qu'il fallait que nous puissions nouer un partenariat entre nos deux instances. Et voilà, c'est un point de départ par rapport à tout ce que vous avez pu évoquer. Et j'espère qu'il y aura derrière, évidemment, une poursuite des actions parce que nous voulons être dans l'action. Je voulais également saluer tous les acteurs économiques, agricoles, environnementaux qui sont présents aujourd'hui. Nous avons un slogan au sein de notre collectivité, de notre exécutif, c'est la Meuse, la force de la nature. Et évidemment, la nature, c'est à la fois nos espaces, sa biodiversité, le fleuve Meuse, qui est vraiment le lien entre le nord et le sud du département, mais c'est également l'agriculture et ces éleveurs qui sont le cœur de notre activité économique. Pour un département, je le rappelle, il y avait sur les réseaux sociaux il y avait une petite étude qui accueille en fait plus de bovins que d'habitants. Alors j'ai refait mes calculs, 199 000 bovins sur le territoire et seulement 185 000 habitants. Alors c'est pas qu'on veut réduire le nombre de bovins, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus d'habitants et surtout, j'espère que vous serez d'accord avec moi, il faut maintenir le nombre, le cheptel meusien et notamment la filière laitière. Je vous rappelle que le département, l'agriculture dans le département avec l'industrie agroalimentaire, notamment l'industrie du lait, de la fromagère, 84% du brie de Meaux est fait chez nous. Je le rappelle pour ceux qui viennent du nord de la France, mais même pour les gens d'extérieur, 84% du brie de Meaux est fait en Meuse. Et c'est un gage de qualité aussi. Et puis, vous dire qu'il y a une inquiétude puisque les points de collecte pour le lait ont diminué en une dizaine d'années. Il faut qu'on puisse accompagner les exploitants agricoles et notamment dans l'innovation parce que je crois que plus on sera innovant, plus on accompagnera sur le plan environnemental les activités économiques et agricoles du territoire, plus on pourra être performant et plus on pourra être durable. Je ne serai pas plus long. Je vous remercie encore une fois. Évidemment, on pourra évoquer le rôle économique et écologique des prairies, les réservoirs de biodiversité, la régulation aussi que provoque la vallée et en termes
notamment d'inondations, la filtration de l'eau et du carbone, sujet extrêmement important pour l'avenir. En tout cas, vous pouvez compter sur le conseil départemental pour que agriculture, environnement et économie soient étroitement liés. On a besoin de tous les acteurs car c'est ensemble qu'on pourra négocier cet enjeu du 21e siècle qui est celui du réchauffement climatique, mais également de fournir une alimentation à la planète. Merci pour votre écoute et bonne journée à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Les travaux sont donc ouverts. L'Agence de l'eau tient à remercier Monsieur Laurent Tizy. Je ne sais pas s'il est là. Monsieur Tizy, bonjour monsieur. Vous êtes le directeur de la société publique locale de Madine. Merci de nous accueillir chez vous. C'est vraiment très gentil de votre part. Alors, premier temps fort de la journée avec ce grand entretien scientifique, face à face, sans détour, pour lequel nous avons convié le spécialiste français des prairies, je pense qu'on peut le dire, monsieur Sylvain Plantureux. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur, professeur d'agronomie à l'Université de Lorraine et plus précisément, vous pouvez vous asseoir, enfin, comme vous le souhaitez, plus précisément à l'ENSAIA, donc l'École nationale supérieure en agronomie et industries alimentaires. Votre laboratoire agronomie et environnement est rattaché tout à la fois à l'université et à l'INRA. Vous avez consacré toute votre vie aux prairies et en préparant ce débat, vous avez insisté sur leur importance et les problématiques qu'elles soulèvent. Les prairies nous engagent, me disiez-vous, lors de la préparation de cette rencontre, sur la manière dont nous cultivons la terre, dont nous élevons les animaux, mais aussi sur la façon dont nous nous nourrissons, dont nous nous soignons, dont nous vivons. Vous avez aussi beaucoup insisté sur votre volonté d'inscrire ce débat dans une perspective économique, avant toute autre considération, même si on reviendra à la fin de cette rencontre sur les enjeux environnementaux. Je précise qu'après ce grand entretien, nous aurons monsieur Ducroquet, qui est éleveur laitier à Vimy, dans le Pas-de-Calais, qui nous apportera, sinon la contradiction, en tout cas peut-être quelques nuances, quelques réserves sur ce que vous aurez pu dire, tiré de son expérience d'éleveur et de sa pratique du terrain. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, monsieur le professeur, j'ai une petite question un peu personnelle à vous poser. Vous avez passé toute votre vie à étudier les prairies. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet et pourquoi y avoir consacré 40 ans de votre vie ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous, et je me réjouis vraiment de vous voir et que cette journée soit consacrée aux prairies qui, effectivement, comme vous venez de le dire, est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors pourquoi les prairies ? C'est une passion parce que c'est un objet qui est complexe, qui est beau. Les prairies, c'est beau, hein, donc il se dégage une beauté, une poésie de ces prairies. Et en même temps, c'est un outil économique, c'est quelque chose qui permet de faire vivre des éleveurs, c'est quelque chose qui permet de nous nourrir. Voilà, donc c'est un objet qui est pour moi fascinant et dont, au bout de 40 ans, je n'ai toujours pas fait le tour et que je continue à étudier et qui me passionne toujours. Alors, ce colloque a pour titre « Sauver l'élevage pour sauver les prairies ». Or, vous proposez d'inverser ces deux propositions, ce qui donne « Sauver les prairies pour sauver l'élevage ». Alors, pourquoi est-ce que vous avez voulu remettre les choses dans cet ordre ? Alors, on verra bien à la fin de la réunion et à la fin de la journée, mais ma conviction, c'est que pourquoi pas dire que finalement l'avenir de l'élevage, il passe par les prairies et que l'avenir de l'élevage, l'avenir des débouchés, dont je reparlerai un petit peu après, est très lié aux prairies et à un modèle d'élevage basé sur la prairie. Donc peut-être qu'effectivement, on peut penser que sauver l'élevage sauve les prairies, mais je pense que sauver les prairies, c'est aussi sauver l'élevage quelque part. Et j'essaierai de le montrer tout à l'heure. Alors, les surfaces en prairie ne cessent de diminuer, de se rétrécir dangereusement, disions-nous dans le petit chapeau de lancement, et ce depuis 50 ans. Est-ce que vous disposez de données chiffrées pour la Meuse, pour la Lorraine, pour la France, et puis allons-y, dans le monde? Est-ce qu'on a des données un peu précises sur le recul des surfaces? On ne manque pas de données, bien que d'ailleurs sur le plan statistique, ça soit parfois difficile de chiffrer exactement qu'est-ce que c'est qu'une prairie. Il n'y a pas un accord statistique à l'échelle mondiale, mais grosso modo, on est passé par un pic de surface de prairie en France dans les années 70, et depuis on a eu une très forte régression.
alors qui s'est un peu atténué ces dernières années, mais qui reste tout de même, puisque j'ai regardé les chiffres sur les 20 dernières années. On a perdu en France 5% de la surface de prairie, alors que la PAC, la politique agricole commune, fixait comme objectif de maintenir ces surfaces. Donc malgré tout, on a perdu 5%. C'est à peu près équivalent au niveau mondial, 6%. En Lorraine, on fait moins bien puisqu'on a perdu 18%. Alors là, je parle des prairies permanentes. Tout à l'heure, on parlait des vertus des prairies permanentes. On a perdu 18%. Et en Meuse, encore plus, puisqu'on a perdu 24% de prairies permanentes par rapport à la moyenne nationale. Alors ces prairies, elles ont été remplacées par quoi? Elles ont été remplacées par des prairies temporaires qui ont un certain intérêt et d'autres intérêts des prairies permanentes qu'elles n'ont pas. Elles ont été remplacées par du maïs, on a vu l'avènement du maïs, et puis il reste 4% qui étaient remplacés soit par des cultures, soit par l'urbanisation. Voilà. Mais en tout cas, on a perdu beaucoup de ce qu'il faut retenir, c'est que même dans les dernières années où on aurait dû amortir beaucoup de chocs, on a perdu, et notamment en Lorraine, et notamment encore plus en Meuse, beaucoup de prairies permanentes. Alors pour les néophytes dont je suis, quelle différence peut-on faire entre les prairies permanentes et les prairies temporaires, en 2 mots? Alors oui, il y a une définition administrative qui est une prairie qu'on laisse en l'état sans la ressemer, sans la travailler plus de 5 ans, une prairie permanente. Et puis il y a une notion plus écologique liée aux caractéristiques de la prairie. Par exemple, si on veut continuer à stocker du carbone, il faut conserver cette prairie sur beaucoup plus longtemps. Et dans les prairies que l'on a en Lorraine, on a des prairies qui sont centenaires. Voilà, donc ça peut être beaucoup plus long que ça. Alors, personne ne conteste, je crois, les vertus des prairies pour l'environnement. En revanche, d'un point de vue strictement économique, les choses sont un petit peu plus compliquées. Beaucoup d'agriculteurs pointent une productivité moindre et une valeur alimentaire inférieure s'agissant des prairies. Est-ce que vous vous inscrivez en faux contre cette idée ou est-ce que c'est une donnée objective? Alors, je m'inscris en faux. Vous avez dit tout à l'heure que ça fait 40 ans que j'étudie les prairies. J'ai commencé par étudier les prairies sous l'angle de très productif et de leur intensification, puis m'intéresser à la biodiversité. Et puis à un moment tomber sur ce qu'on entend partout, c'est-à-dire soit on fait de la biodiversité, soit on fait de la production, c'est-à-dire qu'on a des prairies qui rapportent quelque chose mais qui ne sont pas très intéressantes en termes de biodiversité ou l'inverse. Jusqu'à ce que, et notamment par l'avènement d'un concours qu'on appelle le concours des prairies fleuries, ça m'a amené de plus en plus à réfléchir sur est-ce que ces prairies à forte biodiversité, et notamment les prairies permanentes, n'auraient pas un intérêt économique, et à me dire finalement quel est l'intérêt économique d'une prairie. Et en creusant ça, et je vais le détailler un peu, ça amène à se poser beaucoup de questions. On voit effectivement que les prairies peuvent avoir un grand intérêt, y compris par rapport aux céréales ou au maïs. Et l'autre chose, et ça je veux vraiment insister là-dessus, et peut-être que c'est aussi un message de la journée, c'est qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à cette question. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on étudie vraiment cette question de l'économie de la prairie, de combien ça coûte et combien ça rapporte. Et on manque cruellement de chiffres sur ces aspects-là. Alors, pour moi, je pense qu'il faut voir cet intérêt économique à 3 niveaux. D'abord, bien sûr, au niveau des éleveurs. Je ne sais pas, il y a des diapos qui devaient passer, mais voilà. C'est pour ça que j'ai mis cet éleveur, parce que je mettrai d'abord au centre de la question l'éleveur, puisqu'il est vraiment à la base de tout. Et s'il n'y a pas de prairie, s'il n'y a pas d'élevage, mais surtout il n'y a pas de prairie s'il n'y a pas d'éleveur. Et donc il faut que les éleveurs puissent vivre de leur travail et vivre dignement de leur travail. Donc je pense que la première chose sur laquelle il faut vraiment porter notre attention, c'est est-ce que ces prairies peuvent être rentables ou pas pour des éleveurs. Ensuite, je pense qu'on peut se poser aussi la question pour les filières, puisque ces éleveurs sont dans des filières de transformation de lait, de viande, de fromage. On a parlé du brie de Meaux en Meuse. Et donc, la question aussi, c'est est-ce que les prairies peuvent être intéressantes pour ces filières ? Et puis enfin, et je me réjouis qu'il y ait beaucoup d'élus, et de plus en plus je travaille sur ces questions de prairies avec des élus, je pense que la question est aussi de se poser, il faut aussi se poser la question de la rentabilité des prairies pour les territoires, et l'intérêt de ces prairies pour les territoires. Voilà, donc je peux un peu développer ces 3 aspects. Mais avant cela quand même, oui. Cette idée qui n'est pas venue de nulle part, selon laquelle les prairies ont une productivité moindre,
et puis une valeur alimentaire moindre, est-ce que vous vous inscrivez en faux ou est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut compenser ces faiblesses par d'autres atouts? Mais d'abord sur ces deux idées qui sont très ancrées et qui, encore une fois, procèdent de l'expérience du terrain. Alors, si on prend si on prend la productivité et si on s'intéresse aux moyennes, oui, c'est-à-dire que en moyenne, c'est vrai que les prairies permanentes sont moins productives que les prairies temporaires, elles-mêmes moins productives que les cultures fourragères. Je dis bien si tout se passe bien. Si tout se passe bien, parce que avec les accidents climatiques qu'on a connus ces dernières années, qu'on va sans doute connaître de plus en plus, on n'est pas à l'abri d'accidents importants, par exemple sur les maïs. On a frôlé la catastrophe en 2019 sur certaines parcelles où on aurait pu ne plus rien ou très, très peu récolter. Voilà. Alors qu'une prairie, elle se refait toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où la pluie revient, etc. Donc, en termes de productivité, en moyenne, oui. Alors après, on se posera la question en termes économiques. Et en termes de qualité, c'est là où je pense que justement, il y a beaucoup à gagner sur les prairies permanentes et sur la valeur alimentaire de ces prairies permanentes. Alors, ce que vous dites, c'est que finalement, on n'a pas les bons indicateurs, la bonne méthode de calcul pour calculer les rendements, la productivité. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ce qui est pratiqué et ce qui est utilisé? Alors, ça va nous ramener déjà à la rentabilité pour l'agriculteur. La première chose auquel on peut penser, c'est le calcul des coûts de production. Alors, évidemment, là, il y a un avantage très net des prairies parce que dans une prairie, beaucoup moins d'engrais que dans d'autres productions fourragères. Pas de pesticides, quasiment. Donc, tout ça va jouer sur... et puis... moins de frais de mécanisation, notamment lorsqu'on ne laboure pas. Le labour, c'est quand même l'opération qui nécessite le plus d'énergie en dehors des aspects consommation énergétique. Ça a un coût important, d'autant plus avec le renchérissement actuel du fuel. Et donc les coûts de production des prairies sont effectivement très très faibles. Alors encore plus si on envisage un mode de récolte qui est la pâture. On dit qu'une vache, il y a plus de vaches que d'habitants en Meuse. Une vache, c'est une barre de coupe à l'avant et un épandeur d'engrais à l'arrière. Donc, c'est un animal extraordinaire et qui fait économiser de la mécanisation aussi. Donc, les coûts de production sont extrêmement faibles. Alors après, dépenser peu, c'est une bonne chose. Mais après, il ne faut pas non plus produire très peu. Et ce qui va être important pour l'agriculteur, c'est... ce qu'on appelle la marge brute, c'est-à-dire la différence entre ce qu'il produit et ce qu'il dépense. Et c'est là où je dis qu'on manque cruellement de références. Alors, on a fait ce travail, par exemple, sur un grand travail, d'ailleurs, qui a été en grande partie financé par l'Agence de l'eau sur le Rhin-Meuse, sur le massif des Vosges, où on s'est intéressé aux coûts économiques en regardant notamment ce qu'on appelle les coûts de remplacement, c'est-à-dire... si l'agriculteur n'avait pas de prairie, quel coût il devrait dépenser pour acheter son alimentation. Et on s'aperçoit que dans la majeure partie des situations, la majorité des situations, les prairies sont plus rentables que l'achat d'aliments. Alors il y a quelques exceptions sur des prairies à très forte biodiversité et qui font l'objet de MAE, de mesures agri-environnementales. Donc on voit qu'économiquement, effectivement, alors c'est une première étude sur ce point, on a aussi fait d'autres études là-dessus, et je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur cette rentabilité. On ne compte pas assez, on ne regarde pas assez combien coûte et combien rapporte la prairie. Alors, est-ce que c'est toujours un bon calcul que de vouloir étendre ces surfaces en prairie? Est-ce que ça fonctionne dans tous les cas? Voilà, Non, alors moi je ne serais pas dogmatique et ma culture scientifique m'amène à essayer d'avoir la plus forte objectivité possible et je pense qu'il faut vraiment se poser la question et par exemple quand on voit le grand mouvement de retournement de prairies qui a eu lieu en Lorraine en général en France, je pense que dans un certain nombre de cas, les agriculteurs ont joué contre eux, c'est-à-dire que c'était anti-économique. Il y a aussi un certain nombre de cas où je pense qu'ils ont eu raison de le faire, et donc il ne faut pas être dogmatique en disant, en étant tout blanc ou tout noir, mais de dire calculons, regardons situation avec situation.
Après, ce qu'on peut dire, c'est que, et je pense qu'il faut vraiment les mettre en avant, c'est que bon, il y a une diversité de systèmes fourragers pour aboutir à une production de lait ou de production de viande, mais on sait très bien et on connaît tous des systèmes basés uniquement sur l'herbe et qui s'en sortent très bien. Alors quand je dis s'en sortent très bien, en termes de rentabilité du système, mais aussi en termes d'investissement, avec des investissements faibles, qui font que les éleveurs sont quand même plus tranquilles que s'ils se disent j'ai 500 000, 1 million, 1,5 million à rembourser à la banque, et il faut que je travaille pour rembourser. Donc on peut faire des systèmes qui soient des systèmes à la fois aussi rentables et plus vivables pour les éleveurs. Alors tout à l'heure, à l'heure du café, je discutais avec un éleveur qui me disait qu'il avait fait du conventionnel toute sa vie parce qu'on lui avait appris à faire comme ça et que finalement ça n'était que sur le tard qu'il avait fait son aggiornamento, si j'ose dire. Vous interrogez, vous, beaucoup le système de formation, le système de conseil technique, vous le remettez un petit peu en cause. Est-ce qu'il est responsable de ces croyances, de ces idées reçues ? Et est-ce que votre école elle-même participe à ce maintien d'un certain nombre de stéréotypes ? Alors je dirais bien tous responsables et moi en premier, puisque j'ai effectivement à une certaine époque fait partie de ceux qui prenaient des méthodes qui vont effectivement dans le sens de peu de prairies et encore, mais je pense que le système de formation a beaucoup évolué. Mais il nécessite encore effectivement de changer. Alors, formation, ça va de la formation dans les écoles d'agriculture jusqu'aussi au conseil agricole. Bon, on voit des évolutions, mais de mon point de vue, elles ne sont pas encore assez rapides, mais on voit des évolutions. Alors après, j'évoquais tout à l'heure des témoignages. Il y a aussi beaucoup de choses qui, dans le monde agricole, passent directement d'agriculteur à agriculteur, sans avoir besoin de passer par de la formation ou du conseil. Et je crois beaucoup à la vertu de l'exemple. Et effectivement, il n'y a rien de mieux pour un éleveur que d'aller rencontrer un autre éleveur qui a beaucoup de prairies et de voir que, effectivement, son système fonctionne. Il sera toujours plus convaincant qu'un professeur d'université ou un conseiller qui viendra lui expliquer comment faire. Et donc je pense que c'est très important qu'il y ait ce rôle des éleveurs qui s'appuient sur l'herbe. Ce que vous appelez des success stories. Voilà, exactement, oui. Alors, durant 4 ans, avec votre labo, votre école, vous avez mené une étude dans les Vosges. Oui. Et vos conclusions, semble-t-il, sont sans appel. La prairie est non seulement rentable, mais compétitive. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette étude ? Le nombre d'exploitations concernées, enfin, comment vous l'avez menée, oui. et ce qu'elle nous dit. J'ai évoqué cette étude qui avait été faite sur le massif vosgien, effectivement, qui montrait ça, mais je parlerai plutôt, pour répondre à votre question, d'une étude plus récente qu'on a faite sur le territoire de la Déodacie. Ah, voilà, où on s'est intéressé à 13 exploitations. Sur lequel on a simulé, c'est dans le cadre des interrogations sur le changement climatique, parce que le changement climatique pose plein de questions au système d'élevage, et donc où on a simulé la production de 750 parcelles prairies permanentes, prairies temporaires, maïs, entre 1989 et 2100. Et les conclusions de tout ça, c'est que globalement sur les Vosges, la production fourragère devrait être maintenue, mais avec tout un tas de problèmes parce que la production va se concentrer au printemps, va être très, très faible l'été, et donc la nécessité de stocker beaucoup plus d'herbe, les problèmes de pâturage l'été. Mais surtout sur le plan économique, en fait, ce que montre cette étude, et ce n'est qu'une première étude, donc il faut en avoir d'autres aussi, c'est que si sur le plan de l'autonomie fourragère, on aurait intérêt à intensifier, alors intensifier dans les scénarios qu'on avait testés, c'était remplacer des prairies par du maïs et augmenter la fertilisation des prairies. Si c'était effectivement valable, intéressant sur le plan de l'autonomie fourragère et augmenter, par contre, quand on est passé à l'économie et on a fait de l'étude de différents critères économiques et financiers sur ces exploitations, à l'inverse, c'était les systèmes qui étaient basés sur de la prairie permanente et en s'adaptant aux ressources plutôt qu'en cherchant à augmenter les quantités de ressources. Donc je trouve qu'il faut éviter de tirer des conclusions hâtives de 13 exploitations, une étude, etc. Mais ça a le mérite de dire il faudrait aller voir ça. Il faudrait aller voir, et puisqu'on est ici en Meuse, peut-être s'interroger sur effectivement faire des scénarios économiques et de regarder en fonction des situations où est l'intérêt de l'éleveur.
Alors justement, une telle évaluation n'a pas été faite dans la Meuse. Est-ce Pas à qu'il ma vous semble que connaissance. ce territoire Pas à ma mériterait, connaissance, mais je ne sais pas tout. qu'on y conduise une étude du même type? Oui, je Et pense, pourquoi? oui. Et pourquoi ce serait intéressant de le faire ici? Alors, je pense qu'il faut de toute façon le faire localement parce qu'il y a des situations qui vont différer d'une région à une autre, d'un département à un autre. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant. En plus, on parlait tout à l'heure de l'effet d'exemple. Là aussi, je pense que les éleveurs de Déodacie vont beaucoup plus s'identifier à cette étude qui a été faite chez eux dans leurs conditions que des éleveurs de la Meuse qui vont dire bah oui, mais c'était un peu en montagne, c'est dans des conditions différentes. D'où l'intérêt de conduire ces études dans différents territoires. Alors, les prairies sont intéressantes économiquement, elles peuvent être rentables, mais vous dites aussi qu'elles sont plus résilientes. C'est un mot un peu à la mode, popularisé par Boris Cyrulnik. Ça veut dire quoi, des prairies résilientes? Alors, je pense que l'intérêt essentiel des prairies, c'est d'être une production qui est là toute l'année, et donc notamment par rapport aux cultures fourragères, qui certes sont plus productives en moyenne, elles présentent un intérêt de diminuer fortement le risque. C'est-à-dire que voilà, on a globalement, et c'est ce qu'on observe sur les années précédentes, même si on a l'impression de crises importantes certains étés ou certains printemps, on a toujours plus ou moins une compensation dans l'année. C'est-à-dire qu'une prairie, même si elle est complètement cramée pendant l'été, mais il suffit de pluie à l'automne pour qu'elle reparte. Et on observe d'ailleurs, voilà, j'ai l'avantage de, je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas de regarder ces prairies depuis très longtemps, et on voit très bien que les prairies commencent à pousser plus tôt et poussent plus tard dans l'année. Par contre, elles vont pousser moins en été, donc il y a ce phénomène de compensation. Donc ça, c'est un premier élément de résilience par rapport à un maïs qui, voilà, s'il n'y a pas du tout d'eau pendant juin, juillet, août, va poser de graves problèmes. L'autre chose, et ça renvoie à la différence entre prairies temporaires et prairies permanentes, c'est que les prairies permanentes sont beaucoup plus diverses. Et donc, c'est une forme d'assurance, c'est-à-dire que sur toutes les espèces qu'on a dans la prairie, il y en a toujours quelques-unes qui poussent. Je ne sais pas si vous avez observé ça, mais en 2018-2019, au mois d'août, il y avait des prairies qui étaient jaunes, il n'y avait qu'une seule espèce qui poussait, c'est le plantain. Tout le monde connaît le plantain, hein, espèce médicinale aussi, puisque ça servait à soigner la plante des pieds, c'est un cicatrisant, d'où le nom de cette espèce. Et le plantain est une espèce résistante à la sécheresse. Voilà. Donc dans une prairie permanente, on a une diversité d'espèces qui permet une meilleure résilience. Alors il y a une notion très importante actuellement dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail. Et vous dites, les agriculteurs les éleveurs qui ont des prairies dorment beaucoup mieux que ceux qui n'en ont pas. Alors pourquoi ? Alors c'est un peu présomptueux de ma part. Ce que je voulais dire par là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire essentiellement le niveau d'investissement. Et puis, on le voit actuellement, les systèmes basés à partir de beaucoup d'herbes sont beaucoup moins dépendants à la fois des prix d'achat et des prix de vente. Hein, puisque en moyenne, ils produisent un peu moins, donc ils sont moins sensibles au prix de vente, et ils consomment beaucoup moins, et donc moins au prix d'achat. Et donc, en ce sens, voilà, on comprend l'inquiétude des agriculteurs actuellement avec la flambée du coût des engrais, du fuel. J'en parlais avec Laurence Etchevarria. Le prix du lait, effectivement, compense actuellement, et le prix des céréales va compenser les charges. Mais pour combien de temps ? Et est-ce qu'on ne peut pas avoir une chute de ces prix ? Et donc, ce ciseau des prix peut être aussi très angoissant. Donc, moins d'investissement, moins de sensibilité économique, pour moi, meilleur sommeil. Alors, les perspectives économiques, malgré tout, s'assombrissent. On ne parlera pas des perspectives politiques avec cette chambre, semble-t-il, introuvable qui est sortie des urnes, mais je fais référence à la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine, à l'inflation qui revient au coût des matières premières. Est-ce que ce climat économique inquiétant milite pour davantage de prairies ou au contraire, est-ce que l'avantage que vous donnez aux prairies pourrait se réduire avec ces crises en cascade qui arrivent ? Alors, on ne va pas dire que les prairies seront une solution à cette crise, parce que c'est un peu
un peu difficile. Il y a un point qui me semble intéressant, c'est celui que je viens de mentionner, de la moindre consommation de consommation intermédiaire d'intrants, hein, comme on dit en agriculture, d'engrais, de fuel, de pesticides, etc. Donc on voit bien actuellement qu'on a un problème d'approvisionnement sur un certain nombre de ces intrants. Donc effectivement, des systèmes qui sont basés sur l'herbe, étant moins gourmands dans ces intrants, sont moins sensibles. Donc ça peut être effectivement une solution. Après, ça nous ramènerait à des considérations beaucoup plus larges, à savoir que autant enfin, je pense qu'il faut qu'on change d'état d'esprit sur les prairies, notamment sur le regard économique qu'on a sur les prairies. Il y a aussi pour moi tout un changement d'état d'esprit à avoir dans notre société sur notre niveau de consommation. Et clairement, même si le changement climatique nous interroge sur les productions en général agricoles, quand on regarde les bilans alimentaires au niveau et bilan de production, des pays comme la France notamment ne manquent pas de nourriture, et on gâche aussi beaucoup de nourriture à l'échelle mondiale sous différentes formes. Donc, mais ça dépasse largement le cadre des prairies. 3 questions très, très rapidement, le Oui. temps file, j'en avais 1 milliard encore à vous Ouais, poser. Les agences de l'eau sont très... un mot sur l'environnement, hein. Les agences de l'eau sont très intéressées par la valorisation des services rendus par les prairies. En quoi est-ce que les prairies contribuent finalement à la préservation de la ressource, en eau, de la qualité de cette eau, de la gestion préventive des inondations et d'un point de vue économique, encore une fois, en quoi est-ce que c'est intéressant sur cette problématique de l'eau? Alors, quand j'ai vu ce très beau petit film là au début, je me suis dit je n'ai plus rien à dire derrière puisque tout a été dit dans ce film. Je vais simplement enfoncer le clou du point de vue des scientifiques. Je commencerai bien en disant, je me souviens pas parce que j'étais un peu jeune, mais de René Dumont qui alertait la société il y a fort longtemps sur le changement climatique et les dérives environnementales, donc, qui a été absolument pas écouté, hein. C'était un peu une voix qui prêchait dans le désert. Aujourd'hui, les scientifiques s'entendent tous pour dire que changement climatique et biodiversité sont des enjeux qui sont totalement vitaux pour la planète. Et en disant ça, c'est pas pour faire du catastrophisme, c'est pas pour faire peur. D'ailleurs, en faisant peur, on n'avance à rien. Il faut au contraire proposer des solutions pour s'en sortir. Mais en tout cas, c'est quelque chose de tout à fait vital. Alors le changement climatique, je pense que maintenant, tout le monde en a pris conscience et les dérèglements de ces derniers jours, etc., font prendre conscience à l'ensemble de la société. Sur la biodiversité, je pense que la prise de conscience n'est pas encore totale. Bien sûr, il faut sauver les pandas, les baleines, etc. Mais sur la biodiversité dite ordinaire, celle qui abrite nos prairies, peut-être que la prise de conscience de nos sociétés n'est pas encore totalement faite sur le fait que cette biodiversité, elle nous amène des services bien au-delà du service culturel, patrimonial, d'avoir des belles petites fleurs à observer. Ce qui est vraiment en jeu derrière, c'est tous les cycles, le règlement les régulations climatiques, les régulations aussi, on parlait de sanitaire, les désordres autour des insectes, des maladies, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment que cette biodiversité soit préservée. Et les prairies peuvent prendre un rôle très important. Juste un chiffre sur les prairies. Les prairies contiennent la moitié, c'est l'Agence européenne de l'environnement qui le dit, la moitié de la flore européenne. La moitié de la flore européenne, c'est-à-dire faire les prairies permanentes. Donc faire disparaître ces prairies permanentes, c'est voilà. Et ça doit être géré dans tous les territoires. On ne va pas dire allez, on va faire un pays en Europe où on va concentrer la biodiversité, puis comme ça on sera tranquille avec la biodiversité. La biodiversité, ça doit se gérer dans tous les territoires. Alors vous savez, dans le milieu politique, il y a des formules qui font florès comme ça, qui sont à la mode. Il y en a une actuellement. Il faut choisir entre les fins de mois et la fin du monde. Alors ça, c'est une formule qui vous fait horreur. Exactement. Moi, c'est vraiment quelque chose qui vous exaspère. Hein. Pourquoi ? Oui. Tout comme il faut choisir entre la biodiversité ou la qualité des prairies et écologique des prairies et l'économie, je pense non. Il faut trouver les solutions et il y en a pour les deux. Et je pense que la fin du monde et la fin du mois sont tous les deux nécessaires.
hein, à quoi bon l'un sans l'autre, hein. Et donc je pense qu'il faut vraiment se retrousser les manches et trouver des solutions pour les deux, hein. Et souvent on s'enferme dans des schémas de pensée qui nous font choisir soit l'un soit l'autre. Et je pense vraiment qu'il faut réfléchir aux deux en même temps. Et là je pense, et il y a beaucoup d'élus dans la salle, que c'est une responsabilité très forte des élus d'aller dans ce sens et de faire aussi de la pédagogie auprès du grand public, de la société, et d'être courageux, d'être innovant pour arriver à faire les deux et à expliquer que ça n'est pas contradictoire. Autre poncif qui vous énerve, il faut produire plus, toujours plus, car nous allons être de plus en plus nombreux, 1, 2 milliards en plus. Et donc pour nourrir tout le monde, il va falloir être encore plus extensif, être encore plus productif, et donc avoir moins de prairies. Et ça, là aussi, vous inscrivez en faux. Oui, tout à fait. Vous savez qu'à l'échelle mondiale, 40% de la production mondiale est gâchée. Donc c'est énorme, hein, c'est énorme. Et quand on regarde sur le reste, qu'est-ce qu'il y a on voit aussi qu'une grande partie de la production agricole mondiale maintenant est utilisée dans les productions animales. Alors ce que je vais dire là pourrait paraître totalement iconoclaste et contradictoire par rapport à la journée d'aujourd'hui. Je ne suis pas du tout contre la production animale, mais je pense qu'au contraire, les modes de production animale dans lesquels on a enfermé les agriculteurs, et je dis bien on a enfermé les agriculteurs parce que je ne mets pas du tout la responsabilité sur les agriculteurs, je pense qu'il faut qu'on fasse aux agriculteurs des conditions réglementaires, économiques, etc., qui les incitent à aller vers une production de viande plus basée et de lait plus basée sur l'herbe, plus extensive, mais rémunératrice, et qui nous amène aussi à diminuer notre consommation de viande. Vous savez que malheureusement 800 millions d'êtres humains sur cette terre souffrent de malnutrition, et en même temps 1,5 milliard souffrent de surpoids et d'obésité. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans notre société quand on réfléchit à ces chiffres, hein. Et dernier invité de l'affaire, et peut-être que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, c'est l'énergie, hein. Et l'énergie, notamment la méthanisation, hein. Je ne vais peut-être pas me faire que des amis là-dessus, mais je pense que c'est une ineptie que de vouloir consacrer des surfaces alimentaires pour faire de la méthanisation. Faisons de la méthanisation avec des déchets agricoles, faisons de la méthanisation avec des sous-produits agricoles, mais n'allons pas consacrer des terres agricoles alimentaires à faire de l'énergie sans nous interroger sur la diminution de la consommation d'énergie. Parce que vous savez qu'on parle d'énergie renouvelable, mais en fait d'énergie renouvelable, nos énergies renouvelables ne servent qu'à écrêter l'augmentation de la demande énergétique mondiale. Donc on ne remplace pas de l'énergie du pétrole par de l'énergie renouvelable, on continue à satisfaire les besoins délirants et croissants de l'humanité en termes d'énergie. Alors tout ça, ça ne change pas comme ça du jour au lendemain, hein, mais je pense que c'est pour ça que je suis choqué par ça, c'est que je pense que notre société doit absolument réduire ses consommations alimentaires, réduire ses consommations énergétiques, sans réduction de sa qualité de vie. On peut très bien être heureux sans perdre son temps dans des déplacements inutiles, etc. Donc je pense que c'est tout un changement de société qui est appelé là. Alors, un bon débat ne peut qu'être contradictoire. Donc, nous allons maintenant confronter ce que vous nous avez dit à l'expérience d'un éleveur. Et nous appelons Monsieur Ducroquet, qui doit être par là. Bonjour, monsieur. Merci, je vous donne le joli cône. Asseyez-vous, je vous en prie, et soyez le bienvenu autour de cette table. Oui, bien sûr. Oui, vous êtes éleveur laitier, monsieur Ducroquet, à Vimy, donc c'est dans le Pas-de-Calais. Vous avez fait la route jusqu'ici, encore merci. Votre exploitation comprend 90 vaches laitières pour une production de près d'1 million de litres de lait par an. Et le lait assure 80% de votre chiffre d'affaires. Vous faites aussi des céréales et de l'ensilage de maïs. Votre exploitation s'étend sur 140 hectares, dont la moitié, je crois, 70 hectares de prairies. Alors, en préparant ce débat, vous m'expliquiez que vous n'aviez pas voulu mettre tous vos œufs dans le même panier. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? Ce que je voulais dire par là, c'est que moi, je suis dans une zone de polyculture élevage. Donc, je ne connais pas le secteur ici, comment ça fonctionne, mais nous, on a quand même une forte diversité de cultures. Donc, on veut quand même baser notre système sur le lait avant tout, parce que je suis éleveur avant tout. Mais en même temps, on ne peut pas non plus se couper de culture de vente
qui sont quand même à très bon rendement et donc qui sont quand même rémunératrices. Donc on peut pas, voilà, je veux dire, des années de crise laitière, on est content d'avoir nos surfaces de culture de vente à côté pour compenser nos revenus. Est-ce que vous avez quelque chose à dire d'abord? J'ai oublié de vous poser cette question. Est-ce que, au propos de Monsieur Plantureux, est-ce que vous partagez globalement sa manière de voir, ou est-ce que vous souhaiteriez apporter quelques bémols? Alors, enfin, moi, sur les prairies, je suis sur les prairies permanentes. Moi, c'est la prairie permanente, surtout que j'ai. Je suis convaincu de la place de la prairie permanente. Ça, c'est sûr. Quand je me suis installé il y a 8 ans, j'avais mes prairies permanentes étaient un complément du maïs que je donnais à mes animaux parce qu'il il fallait produire le plus possible. Il fallait produire la référence d'1 million de litres de lait. Et en fait, en travaillant mieux sur les prairies, maintenant, c'est mon maïs qui est devenu le complément de mes prairies. Donc déjà, au départ, le gros travail qui a été, c'était pas mettre plus de prairies, mais c'est déjà savoir ce que j'ai. Est-ce que je les exploite bien? Est-ce que je les utilise bien? Et est-ce que je valorise déjà ce qu'il faut, quoi. Et en fait, je me suis quand même rendu compte que je pense que quand on a dans l'idée qu'une prairie n'est pas rentable, on veut pas trop y prêter attention, mais finalement, quand on travaille dessus, on se rend quand même compte qu'il y a du travail à faire. Donc, c'est un fait, cela dit, les rendements ne sont pas les mêmes. Vous me donnez les le rendements ne chiffre. sont pas les mêmes. Après, nous, c'est des prairies permanentes. Oui. Elles sont figées, elles sont là. Voilà, il faut travailler avec. Il ne faut pas les voir. Alors, au départ, oui, moi, quand je me suis installé, il fallait faire la référence du lait le plus possible, et puis c'est tout. Mais après, quand on est à la moitié de la surface qui est présente et on n'a pas le choix, il ne faut pas le voir comme une contrainte, quoi. Il faut se dire comment je peux travailler avec. Alors, est-ce que vous dormez mieux depuis que vous avez la moitié de vos surfaces en prairie? J'ai toujours eu la moitié de surface en prairie. Dormir mieux, c'est pas... je pense que dans nos métiers, il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas nous faire dormir. Donc, il n'y a pas que la prairie. Après, on est dans une filière, on est dans un système, on dépend de plein de choses. Donc, Alors, ce qui peut parfois perturber votre sommeil, c'est le prix du lait. Et vous me disiez, lorsque nous nous sommes contactés pour préparer cet échange, que finalement, si on veut sauver les prairies, il va falloir mieux vous rémunérer, mieux reconnaître votre travail. On interrogera tout à l'heure les représentants des filières, mais est-ce que ça, c'est une idée qui est toujours vraie, que le prix du lait n'est pas suffisamment valorisé, notamment du lait issu de l'élevage à l'herbe? Déjà au départ, on a un travail à faire chez nous, c'est déjà savoir où est-ce qu'on en est. Nous, on fait un suivi de gestion technico-économique. Déjà, ça nous permet de voir où est-ce qu'on en est. Déjà notre travail. Après, à côté de ça, oui, c'est sûr que quand on a 80% de notre revenu qui dépend du lait, une variation de prix du lait, c'est tout de suite un impact énorme. Donc oui, c'est quand même au départ le nerf de la guerre. Alors, est-ce que les laiteries sont prêtes à revaloriser un petit peu votre production? Qui doit payer? Les transformateurs, le consommateur Actuellement, qu'on ait du lait à l'herbe ou du lait, je veux dire, pas à l'herbe, il n'y a pas de différence. Alors ça, c'est un problème, non, Monsieur Plantureux? Aussi bien, il y a bien des filières lait de foin, par exemple, il n'y a pas de critère qui dit, voilà, un lait de foin, c'est autant du millilitre en plus, il n'y a pas de différence. Tout le lait est dans le même camion. Et puis, alors, après, il peut y avoir des différenciations, il peut y avoir des créneaux qui peuvent se créer, mais après, est-ce que tout le monde est prêt à y aller, ça Est-ce que c'est un problème? Et est-ce que le fait que le lait soit issu d'un élevage à l'herbe pourrait être un argument commercial, un argument de marketing pour les consommateurs qui, pour le coup, seraient prêts à payer un peu plus? Oui, c'est un problème, et d'autant plus qu'on a maintenant beaucoup de travaux qui montrent le lien entre l'alimentation et la qualité organoleptique du lait, et la qualité organoleptique des fromages, de la viande, du beurre, etc. Donc ce lien, il est évident. On commence à avoir de plus en plus aussi d'informations sur la relation entre l'alimentation des animaux et la santé animale, et la santé humaine derrière. Ça a été évoqué dans le petit film sur les oméga 3, oméga 6. C'est vrai aussi sur les vitamines, sur un certain nombre de choses. Et effectivement, le problème aujourd'hui, c'est que, mis à part dans de la vente directe où le producteur peut amener ses arguments par rapport à son consommateur et lui dire, voilà, vous achetez un lait qui n'est pas tout à fait, ou une viande qui n'est pas tout à fait la même qu'une viande standard ou un lait standard,
actuellement, dans les filières longues, il n'y a aucune valorisation de ça. Et c'est effectivement un problème, mais ça peut se faire et on peut changer. Vous y croyez, vous, monsieur vous pensez que ça peut être un argument de marketing, un argument commercial d'inscrire sur un litre de lait qu'il est issu de vaches nourries à l'herbe? Est-ce que ça peut frapper l'esprit du consommateur et l'attirer? Déjà, il faut communiquer avec le grand public, parce que bon, une prairie, elle est à l'herbe, elle n'est pas à l'herbe. Bon, quelle est la différence? Oui, ça c'est sûr qu'il y a un travail à faire là-dessus. Alors, c'est la crise, hein, on l'a dit tout à l'heure, malheureusement, la guerre en Ukraine, l'inflation, la hausse du carburant, des engrais, du transport. Est-ce que ça remet en cause votre stratégie qui vise quand même, si j'ai bien compris, à étendre un petit peu plus encore votre surface herbagère? Est-ce que vous êtes un peu inquiet par ces nuages qui s'amoncellent un peu au-dessus de nous? Oui, parce qu'en fait, on se rend vraiment compte qu'on dépend de plein de choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc, oui, pour le moment, on subit, il y a des choses à faire, mais voilà, quelle est la bonne décision à prendre? En même temps, comme je disais tout à l'heure, je suis polyculteur élevage. Certes, mes charges ont augmenté sur le lait, mais en même temps, mes céréales, j'ai quand même réussi à faire de bons contrats. Donc, est-ce qu'il faut mettre plus d'herbe et donc consacrer plus de surface fourragère et donc moins de culture de vente? C'est un arbitrage difficile. Voilà, après, c'est notre métier de chef d'entreprise de savoir ce qu'on doit faire. Après, sur l'exploitation, on est 3. Il faut aussi aller dans les objectifs de chacun. Vous avez des tableaux de bord que vous surveillez, sans jeu de mots, comme le lait sur le feu en permanence, pour voir un petit peu quels arbitrages faire? Oui. Oui, il y a toujours des critères technico-économiques à surveiller, à se mettre comme objectif. Et puis, Alors, il y a une question qui est très importante, et c'est un peu l'un des buts de cette journée, c'est l'accompagnement des éleveurs, des agriculteurs, le soutien que l'on peut leur apporter lorsqu'ils souhaitent notamment étendre leur surface de prairie. Qu'est-ce que vous attendez, vous, à la fois des politiques, des chambres d'agriculteurs, des milieux économiques, des filières? En quoi est-ce qu'elles pourraient vous être utiles? De quoi vous avez besoin? Beaucoup de choses, mais bon, après, comme vous disiez tout à l'heure, il peut y avoir de l'aide de tout le monde, mais en même temps, c'est les agriculteurs qui parlent le mieux aux agriculteurs et qui permettent de... Alors on peut toujours dire oui, on veut du soutien financier, mais bon, on est toujours à un moment donné, mais ce qu'il faut voir, c'est vraiment une vision à long terme. Donc quand on parle de prix de vente et tout ça, c'est aussi pouvoir se donner une vision que des aides. Oui, c'est à un moment donné, est-ce que c'est vraiment l'avenir que de tout le temps ça peut démarrer, mais ça ne peut pas rester du durable. On doit créer des choses beaucoup plus pérennes. Hein. Beaucoup plus pérennes, oui. Une stratégie de territoire. Il y a des choses qui ont été faites dans votre département? Mais oui, il peut y avoir, mais après, ça doit être. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'acteurs qui interagissent que c'est pas toujours évident entre ce qu'un acteur veut et puis ce que d'autres peuvent faire. Enfin, quand on parle des filières, après, les filières aussi subissent leur environnement. Donc. Par exemple, nous, pour notre part, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur de la vente directe pour essayer de reprendre la main sur notre prix de vente et puis pour nous accompagner vers un système plus herbagé. Nous, on mise sur notre prix du lait de vente directe pour nous accompagner sur... Alors une vente directe à qui, selon quel procédé? En fait, on s'est mis en coopérative avec 7 éleveurs du territoire pour... faire des produits laitiers à destination des écoles, du tourisme, des grandes surfaces. Essayer de mettre notre terroir au cœur dans les rayons. Oui. Monsieur Ducroquet, vous avez une réaction par rapport à ce témoignage? Monsieur, Plantureux. Par rapport à ce que vient de dire monsieur Ducroquet. Non, mais moi je trouve que c'est tout à fait intéressant la démarche qu'a eu M. Ducroquet sur son exploitation. Et effectivement, comme il l'a dit et comme je l'avais dit, je pense que le témoignage des éleveurs, c'est vraiment très important.
Est-ce que je peux me permettre un petit commentaire sur ce qui est projeté à l'écran? Oui, oui, je vous en prie. Parce que c'était ma 3e diapo. En fait, alors c'était pas une diapo pour illustrer les problèmes d'orthographe, hein, sur l'orthographe de la brocante. C'était pour parler du rôle des collectivités territoriales. Et ça, c'est une diapo qui m'a été mise à disposition par la communauté de communes de la vallée de la Bruche, qui est assez... En Alsace, hein. En Alsace, ouais, qui est assez symptomatique, assez exemplaire en termes de reconquête du paysage, du territoire, de réinstallation d'éleveurs. Et je pense que... Alors, j'ai pris cette diapo parce qu'au début de ma carrière, je travaillais essentiellement avec des chambres d'agriculture, et puis j'ai continué à travailler avec les chambres, bien sûr. Mais depuis, mettons, 15-20 ans, on a vu poindre le rôle des collectivités territoriales sur cette question de l'herbe. Et pourquoi? Parce que l'herbe, la prairie, l'élevage, c'est à la fois une question de filière, mais c'est aussi une question de territoire. Et je pense que les collectivités sont très bien placées, et souvent maintenant presque avec des moyens plus importants que certaines chambres ou certains organismes agricoles, pour initier des dynamiques qui arrivent. On parlait tout à l'heure de fin du mois, fin du monde, mais là on est entre filière et territoire, et les enjeux ne sont pas toujours les mêmes, et je pense que les territoires ont bien entendu intérêt à ce que les filières fonctionnent bien, mais aussi que les territoires fonctionnent bien. Et du coup, elles sont très bien placées pour initier des choses là-dessus. Alors, c'était pour illustrer ça, et voyez que les gamins de la Bruche voyaient leur environnement avec plein de prairies. Alors, vous êtes un avocat des prairies, on l'a compris, un scientifique aussi, mais vous n'êtes pas, pardonnez cette expression, un ayatollah des prairies. Vous dites, on a besoin quand même de culture, hein. Tout est question d'équilibre en réalité. Tout à fait, et même j'ai parlé tout à l'heure du maïs et de la prairie temporaire en comparaison négative par rapport aux prairies permanentes. Je pense que le maïs et la prairie temporaire peuvent avoir leur place dans les systèmes de production, et comme les cultures, bien sûr. Enfin, moi je pense qu'il faut qu'on rééquilibre beaucoup de choses. Il y a un rééquilibrage des territoires, c'est-à-dire qu'on a spécialisé nos territoires. On a concentré les vaches, les porcs, les poulets en Bretagne, les céréales dans le bassin parisien ou en Champagne, etc. Et ça a plein d'aménités négatives. Et je pense qu'il faut rééquilibrer ça. Et il faut rééquilibrer la place pour aller vers, je pense, un peu moins de production de viande et production de lait, mais une production plus qualitative, mieux valorisée par le consommateur. Et je pense que tout le monde s'en sortira mieux. Et les éleveurs en termes de revenus, et le consommateur par rapport à la qualité de ce qu'il mange, et le citoyen par rapport à l'environnement. C'est la clé. C'est, je pense, ce vers quoi il faudrait aller. Parfait, donc vous comprenez parfaitement les arbitrages permanents que M. Ducroquet fait dans son exploitation entre ses surfaces et ses activités. Et les éleveurs et les agriculteurs doivent jouer aussi avec l'environnement réglementaire et économique dans lequel ils sont. Donc voilà, je parlais de la méthanisation tout à l'heure. Je peux aussi comprendre que certains agriculteurs se lancent là-dedans, compte tenu de l'environnement économique et réglementaire. Je ne sais pas si j'étais agriculteur, si je ne le ferais pas, mais donc voilà, c'est aussi ce cadre qui doit être vu. Alors vous me voyez régulièrement appuyer sur mon téléphone, je ne regarde pas mes textos, mais le temps. Donc on est à peu près dans les temps. Et nous avons prévu un temps justement de parole de la salle. La parole peut circuler entre les travées et nous répondrons, vous répondrez à toutes les questions qui pourront vous être posées à présent, s'il y en a. Voilà. Si vous voulez bien décliner votre nom, monsieur, et puis ce que vous faites dans la vie pour qu'on sache un peu qui vous êtes. Je suis récemment en retraite, mais après 40 ans de production laitière, en zone Brune-Meaux, je le précise. Un sujet qui n'a pas été évoqué en lien avec les prairies, c'est la santé. Le côté sanitaire et la santé de l'animal, mais la santé du citoyen également. Du consommateur. Du consommateur. On l'a évoqué brièvement, mais... Je veux dire par là, il ne faut pas oublier qu'un bovin, c'est un herbivore et un ruminant. Donc sur le plan de la santé, par définition, un ruminant et un herbivore, il doit consommer de l'herbe. Alors tout est dans des proportions. Mais pour ce qui est de la santé, alors je précise que je suis également président du groupement de défense sanitaire, donc pour la partie santé, forcément, on est en plein dedans. Il est prouvé qu'un animal qui consomme de l'herbe, alors qu'elle soit récoltée ou pâturée, quoi, je veux dire, a des effets bénéfiques par définition, puisque l'animal est un ruminant, n'est pas un monogastrique, comme un cochon, où on peut lui mettre du grain
dit la gomme, là c'est un ruminant. Donc tout ce qui concourt à améliorer la rumination de l'animal fait en sorte que l'animal il produit en meilleure santé et donc par définition un produit de meilleure qualité, que ce soit du lait ou de la viande. Et pour aller plus loin, toujours sur le plan de la santé, pour être encore mieux, si l'animal pâture, c'est encore bien mieux. Là aussi, sur un plan de la santé, et là pour l'animal, puisqu'un animal qui est pâture, par définition, se retrouve dans son milieu naturel. Contrairement à quand on fait du hors-sol, c'est pas une critique, hein, je veux dire, mais quand on fait du hors-sol, par définition, l'animal, il passe sa vie dans un bâtiment. À l'origine, le bovin est fait pour pâturer. Et donc, au niveau de la santé, particulièrement les pattes, quoi, disons, les aplomb, la vitalité de l'animal, la reproduction est meilleure et assure une meilleure santé de l'animal à partir du moment où il pâture. Donc, je veux dire par là, sur le plan de la santé, la pâture aussi ne peut apporter que des atouts. Alors certes, la pâture n'est pas facile à gérer aujourd'hui. Quand on voit le réchauffement climatique, c'est facile à dire. Pâturer au 14 juillet quand c'est du paillasson, peut-être, mais il y a quand même des périodes de printemps, il y a des périodes d'automne qui sont quand même plus propices au pâturage. Je ne suis pas un anti-pâturage, un anti-intégration dans les bâtiments, mais il y a des possibilités. Les gros troupeaux aussi, c'est pas facile à pâturer pour un troupeau 100 vaches, 150 vaches sur une pâture, c'est pas toujours simple. Mais ce que je voulais, c'était mettre en avant les vertus sur le plan de la santé. Alors, je l'ai dit pour les animaux, mais pour le consommateur, puisqu'il est prouvé aussi par des analyses fines de l'analyse de lait ou du fromage, que de l'herbe dans l'alimentation d'un ruminant apporte une meilleure qualité. Alors, quand je parle de qualité, c'est micro-qualité. Je parle minéraux, vitamines, antioxydants. Et ça, il ne faut pas oublier que la santé, elle commence dans notre assiette. Et donc, il faut savoir qu'on s'alimente peut-être pour du muscle, mais on s'alimente pour préserver notre santé. Et donc, je pense que les prairies, l'alimentation à partir de prairies est un gage de qualité à ce niveau-là. Alors, dans votre exploitation, quelle était la part de prairies? Quel arbitrage vous aviez fait? J'avais une exploitation qui a 70 hectares et il y a 38 hectares de prairies permanentes. Et j'ai toujours basé une alimentation. J'ai fait du maïs également parce que je fais partie d'une génération où j'ai fait mes études agricoles et effectivement, comme ça a été dit, on m'a appris le productivisme. À faire comme et ça. Et je ne crache pas dans la soupe, il m'a servi à vivre. Hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe, il m'a servi à vivre. Mais pour autant, je crois que l'agriculteur aussi, il faut qu'on fasse nos expériences. Et mon expérience m'a montré qu'en étant plus équilibré, c'est-à-dire ne pas sombrer dans le tout maïs, en respectant les prairies, quoi, disons, j'arrivais à vivre correctement de ce métier-là, parce qu'effectivement, il y a la forme de résilience, il y a la forme de moins d'engagement de charges très importante qui permet effectivement d'avoir peut-être un peu plus de sérénité quand même. Alors, Monsieur Plantureux, ou Monsieur Ducroquet, comme vous voulez, sur ces questions de santé. Merci, monsieur, de votre intervention. Oui, alors je partage votre point de vue. Un aspect très global, c'est que je pense qu'en alimentation et santé humaine, comme en alimentation et santé animale, on est peu à peu passé en quelques générations à un système où on s'alimentait pas forcément très bien, hein, aussi bien les hommes que les animaux, sachant qu'on avait derrière les médecins et les vétérinaires en cas de maladie. Et un autre point de vue, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas, comme disaient les dictons chinois, l'alimentation est la première des santé, hein, et la première façon de se guérir. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse les systèmes animaux aussi là-dessus. Après, il y a effectivement, et vous avez tout à fait raison, tout un tas de faits techniques qui montrent maintenant le rôle, par exemple, des tanins condensés qui sont des molécules qui sont dans les légumineuses, les sainfoins, les trèfles, etc., qui sont des antiparasites, les antioxydants, hein, qui sont dans les plantes, et puis aussi, même à un niveau assez général, on parlait tout à l'heure de productivité. Souvent, les prairies permanentes sont considérées par les agriculteurs comme trop fibreuses, voilà, il y a trop de tiges, pas assez de feuilles, etc. Or, on sait maintenant que ça joue un rôle très important dans la digestion chez l'animal, et donc qu'on rééquilibre le fonctionnement digestif des animaux. Voilà, il y a plein de... Alors, pour terminer là-dessus, et je suis sûr que vous aurez aussi des choses à dire, c'est que comment est-ce qu'on fait pour passer de ce qu'on sait,
effectivement, hein, à des préconisations et à un changement d'attitude au niveau des pratiques agricoles. Et ça, c'est tout l'enjeu de communication, de partage de ces enjeux avec les éleveurs et aussi avec les consommateurs, parce que, alors c'est peut-être pas politiquement correct que je vais dire, dans un monde où on ne fait que de parler d'inflation et d'augmentation du coût des produits, mais on sait très bien que le coût de l'alimentation a diminué dans le budget des ménages. Et donc, il y a un moment donné où, quand on veut réduire les coûts d'achat aux plus faibles, et je comprends bien les problèmes des ménages les plus modestes, mais quand on veut descendre un coût d'alimentation très très faible, il y a un moment donné où c'est plus compatible avec une alimentation de qualité, quoi. Et est-ce que, alors sous des formes, en aidant ceux qui n'ont pas les moyens, mais en aidant à augmenter la qualité de l'alimentation, derrière, d'abord, ça procure un bénéfice immédiat pour ceux qui consomment, mais est-ce que derrière, il n'y a pas socialement aussi un bénéfice en termes de santé et de coûts de santé de ça? Alors c'est difficile à chiffrer. Mais... Monsieur Ducroquet, un mot sur la santé? Oui. Ouais, moi, c'était sur la santé animale où je partage tout à fait votre point de vue. Quand je me suis installé, donc, je vous disais que le foin venait en complément du maïs, et en avançant, en fait, le maïs est devenu le complément du foin. La réintégration d'herbes dans mes rations m'a fait fortement baisser en consommation de concentré. Avant, si on voulait du lait, il fallait mettre du concentré, et au final, non, c'était encore pire. Et finalement, en ayant des animaux qui ruminent, qui sont en pleine santé, ça a été... le lait est resté, voire même un peu plus, beaucoup moins d'acidose, des pattes, là, des animaux qui se déplacent très facilement. Et voilà, donc c'est quelquefois on se dit, oui, l'herbe n'est pas assez riche, mais quelquefois on a besoin de l'aspect mécanique du foin. Mais bon, après tout ça, voilà, doit passer par l'apprentissage déjà au départ de la génisse, qui doit être nourrie au foin, et puis ça fait une vache qui est nourrie au foin. J'ai des générations, enfin dans mes plus vieilles vaches, elles ont encore du mal à aller au foin, mais on voit que les jeunes arrivent, et puis voilà, on a remis la place à l'herbe mais en valorisant mieux les prairies actuelles. On n'a pas augmenté la surface, mais en valorisant mieux. Une autre question, je précise à la demande de Christine que nos amis qui nous suivent en visioconférence peuvent aussi poser des questions sur le chat, et une réponse leur sera apportée dans les prochaines heures ou les prochains jours. Voilà, madame, bonjour. Bonjour, Cécile Gallian, agence de Loire-Picardie. J'ai entendu un mot important dans le témoignage de Jean-Martial Ducroquet. Il parlait de valorisation de l'herbe, en fin de compte. Et est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus sur ce qui a changé ces dernières années pour mieux valoriser l'herbe? Alors déjà au départ, je suis en robot de traite. Donc déjà dans l'idée, c'est robot de traite, on enferme les vaches dans le bâtiment, et puis c'est tout. Et en fait, en étant dans le boulonnais, c'est complètement incohérent de faire ça. Donc non, nous, on a continué de sortir les bêtes. Sauf qu'au départ, on disait, voilà, on ouvre la pâture, et puis les bêtes, elles font ce qu'elles veulent, et puis c'est tout. Et aussi, quand je me suis installé, j'étais technicien agricole, où il fallait du régras trèfle, pousser à l'engrais, et puis parce que les vaches vont jamais en manger. Et en fait, par un suivi, j'ai appris que en fait, c'est pas à la pâture de s'adapter à la vache, mais c'est à la vache de s'adapter à la pâture. Et donc, première chose que j'ai fait, c'est j'ai arrêté l'engrais. Et puis, j'ai laissé la flore naturelle revenir. Et puis, maintenant, j'ai plus de gaspillage, parce qu'avant je favorisais une flore au détriment d'une autre, et puis finalement j'avais que la moitié de mes prairies, voire même les 2/3 des prairies qui n'étaient pas exploitées par les animaux. Et voilà, au départ c'est vraiment connaître nos prairies, pourquoi on a telle flore, et puis une fois qu'on a compris notre prairie, on sait comment l'utiliser. On a encore 3 minutes pour une dernière question. Oui. Joël Martin, conseiller d'élevage à la Chambre d'agriculture des Ardennes. Bonjour monsieur. 2 petites remarques ou questions. La première, la question que je me pose, c'est pour préserver l'élevage et les prairies qui sont derrière, n'y a-t-il pas à avoir un discours un peu plus positif sur l'élevage, notamment par rapport à toutes les attaques dont il est victime, et notamment par rapport à la santé humaine, par rapport à sa pollution, par rapport, etc., qui quelque part décourage un peu les éleveurs. Alors au-delà de la problématique de la rentabilité, qui est aussi une problématique. Donc déjà, il y a cette question-là. Est-ce qu'il ne faut pas
que tout le monde se tienne la main pour avoir un discours plus positif autour de l'élevage et de son intérêt, notamment de l'élevage qui s'appuie sur des prairies. Et puis deuxième question, il n'y a-t-il pas aussi à revoir un peu les modèles d'élevage qu'on souhaite mettre en avant? On a quand même des systèmes laitiers qui se sont beaucoup agrandis, qui sont avec la robotisation. Alors tout ça, c'est des choses sans doute utiles aux éleveurs et des évolutions qui sont quasi inévitables. Mais malgré tout, c'est des systèmes qui ne pâturent quasiment plus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir? De la même manière, en production de viande bovine, on a des systèmes d'engraissement de taurillons avec des taurillons qui ne consomment plus d'herbe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des modèles d'élevage à revoir et des rémunérations en conséquence pour que les systèmes plus vertueux qui valorisent l'herbe puissent être développés? Deux questions fondamentales et 2 minutes pour y répondre. Monsieur Plantureux, peut-être? Très rapidement, oui, je suis d'accord sur le fait de ne pas parler de négatif, mais de positif. Alors, ça ne veut pas dire oublier les problèmes, mais le problème, c'est qu'on met dans le même paquet toutes les formes d'élevage. Et qu'on sait très bien qu'à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, on a différentes formes d'élevage et qu'il y en a qui sont très pénalisantes en termes d'environnement et d'autres, ça a été dit dans le film, hein, qui compensent de l'émission de gaz à effet de serre, qui préservent de la biodiversité. Pas oublier que l'Europe de l'Ouest, s'il n'y avait pas d'élevage, s'il n'y avait pas de culture, ça serait que de la forêt. Donc les animaux d'élevage entretiennent des prairies et les prairies qui comptent la moitié de la biodiversité européenne, végétale européenne, c'est grâce aux élevages. Donc je pense qu'effectivement, il faut construire un discours. Il faut peut-être avoir des médias ou des porteurs de messages qui soient aussi efficaces que les porteurs de messages véganes ou antispécistes et qui aillent montrer aussi, parce que je pense que même si je respecte les véganes et si je suis le premier à dire qu'il faut qu'on baisse notre consommation de viande, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des médias forts qui disent tout ce que l'élevage amène en termes d'aménités positives. Et je pense que beaucoup de Français sont encore très, très attachés à la fois à la gastronomie, aux produits animaux et aux paysages qui sont générés par l'élevage. Donc il faut effectivement, je suis d'accord, mettre ça en avant. Monsieur Ducroquet, vous aurez le mot de la fin pour le coup. Est-ce que vous souhaitez réagir ou répondre à ce que votre collègue demandait? De toute façon, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi un travail sur les filières. Donc on revient... Alors ça tombe bien, puisque les représentants des filières, nous allons les accueillir dans un instant. Monsieur Plantureux, vraiment merci. Monsieur Ducroquet également.